Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour le numéro 4 de Territoire Éco. Territoire Éco, notre émission en partenariat avec l'UPE 06 et le journal Tribune Côte d'Azur, l'émission qui fait du bien et qui parle du territoire azuréen et de son écosystème. Pour m'accompagner, ai-je besoin de vous les présenter? J'ai le plaisir d'accueillir comme d'habitude Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef du journal Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian. Et pour débuter ce numéro 4 de Territoire Éco, et vous y êtes désormais habitués, place à la grande interview. Et nous accueillons ce mois-ci un invité très spécial, puisqu'il s'agit du président de l'UPE, institution partenaire de notre émission bien sûr, mais aussi et surtout jeune et dynamique centenaire, cinquantenaire. Quand même, j'exagère un peu. Pierre Hippolito, président de l'UPE 06 et du MEDEF des Alpes-Maritimes, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Je vous rassure, le cinquantenaire et non pas le centenaire dont je parle, ce n'est pas vous, vous ne faites pas votre âge, mais bien l'UPE 06. Et j'imagine que Karine et Isabelle, à qui je vais vous confier, ne manqueront pas de revenir sur ce bel anniversaire. À vous mesdames, à vous monsieur, la grande interview, c'est parti. Pierre Hippolito, bonjour. L'institution que vous présidez depuis un an maintenant vient de fêter son cinquantenaire en grande pompe. Alors, que représente l'UPE 06 dans le département ? Aujourd'hui, l'UPE, c'est plus de 8500 entreprises représentées, 36 branches et fédérations adhérentes et un ensemble d'un écosystème sur tout le département des entreprises du territoire. On est également le représentant du MEDEF et de la CPME 06, donc des deux instances patronales principales françaises. Et donc on a un rôle syndical, un rôle de représentation, un rôle de service aux entreprises et puis un rôle aussi sociétal puisqu'on doit construire le mouvement syndical et la représentation des entreprises du XXIe siècle. Quelle est la force aujourd'hui d'un syndicat patronal ? Alors l'UPE, notre première force, c'est notre union. Parce qu'on a changé 3 fois de nom, hein. l'UPIAM, UDK, UPE 06, mais chaque fois il y avait un U, et le U veut dire union. Et notre première force, c'est de rassembler toutes les courants de pensée, toutes les sensibilités au sein d'une même structure, d'une même association qui parle d'une même voix. Parce que oui, on peut avoir des divergences d'opinion et des points d'achoppement, mais globalement on a le même intérêt, le même attachement à notre territoire, et ça c'est notre vraie force, c'est l'intérêt collectif qui doit primer et qui prime toujours à l'UPE 06. Attentats, Covid, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, les gilets jaunes, bon, les crises se succèdent depuis quelques années. Justement, sur quel type de crise un syndicat patronal est-il le plus utile ? Je pense que dans chaque crise, on a des spécificités de crise, on ne peut jamais les anticiper, c'est le principe d'une crise. Pendant le Covid, on était en lien direct avec les services de l'État, avec les collectivités pour faire le lien des besoins, des problématiques des entreprises, redescendre les informations qui évoluent en permanence. Et je pense que ça, c'est aussi une capacité de réactivité qu'on peut avoir, c'est qu'on s'adapte au jour le jour, en cellule de crise, et heure par heure, on fait évoluer les descentes d'informations auprès de nos adhérents pour qu'ils aient toujours la bonne information au bon moment. Et je pense que dans une temps de crise, que ce soit le Covid, que ce soit sur la crise énergétique de ces derniers mois, c'est de pouvoir toujours avoir une information auprès des entreprises qui soit juste, vérifiée et vérifiable, et à disposition à jour. Alors le regard des Français a changé ces dernières années sur l'entrepreneuriat en général. Est-ce que c'est aussi la mission de l'UPE que de soigner l'image des patrons ? Bien évidemment, une de nos missions, c'est de valoriser l'entrepreneuriat et valoriser les chefs d'entreprise, ou les patrons, on les appelle comme on veut. Et aujourd'hui, on a une lacune de notoriété, même si c'est vrai qu'il y a une progression. L'entrepreneuriat en France progresse, et l'image de l'entrepreneuriat progresse. Alors, est-ce que c'est lié au rêve américain qui se duplique un petit peu en France maintenant et en Europe, ou est-ce que c'est une tendance plus de fond? En tout cas, nous, on doit accompagner ce mouvement et valoriser les bonnes actions, parce que trop souvent, on met en avant les mauvaises actions. On parle 10 fois d'un patron voyou, mais est-ce qu'on parle aussi des vrais entrepreneurs qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi? Quand on voit comment on traite des fois Bernard Arnault, qui investit massivement son argent en France, qui est fiscalisé en France, qui crée de l'emploi en France, on a encore beaucoup de travail à faire. Et il faut quand même rappeler que 95% de nos adhérents sont des TPE et des PME qui sont au cœur des proximités et de la vie et ont la même vie que tous nos citoyens. Donc je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise ou un patron, c'est avant tout un citoyen et il fait les mêmes choses qu'un citoyen. Et il crée de l'emploi. Karine a parlé des crises qui se sont succédées en France, et on peut aussi parler de la réforme des retraites qui a beaucoup fait parler. Et vous avez parlé aussi de ce que les Français pensent du patron. Qu'est-ce que les salariés pensent des patrons?
autrement posé comme question, quelle est la relation entre le syndicat patronal que vous incarnez et les syndicats de travailleurs ou de salariés ? Globalement, c'est primordial, ce paritarisme en France. C'est un des ciments de notre nation. Dans plein d'institutions et de tribunaux, on fonctionne avec un collège salarial et un collège patronal. On a des très bonnes relations avec quasiment l'exclusivité des syndicats salariés. Au sein des entreprises, je pense qu'il y a un dialogue social qui est libre, qui est construit. On n'est pas toujours d'accord, mais on se dit les choses et on se respecte. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être des fois un peu à l'Assemblée nationale. Donc il prendrait un peu exemple sur les mouvements syndicaux pour montrer qu'on peut ne pas être d'accord, on peut débattre et on essaie de trouver la solution dans l'intérêt collectif, parce que c'est ça qui prime, l'intérêt collectif. L'intérêt de l'entreprise, c'est pas l'intérêt qui est divergent de l'intérêt des salariés. Une entreprise qui fonctionne, crée de l'emploi, ne licencie pas, et c'est dans l'intérêt des salariés. Et l'intérêt des salariés, c'est aussi de pérenniser leur emploi. Donc au final, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. On sera d'accord peut-être sur 80% des choses. Concentrons-nous sur nos points de convergence plutôt que sur nos points de divergence. Le chemin est long et en tout cas le dialogue est plutôt bon en France et bon particulièrement dans le département aussi, tout à fait, entre les différentes forces syndicales. Karine. Sur le territoire de Grasse, l'UPE 06 a bâti avec le Club des entrepreneurs du pays de Grasse un projet de SKIC qui vise à produire de l'énergie solaire pour les TPE et les PME du pays, du local. Est-ce que c'est ce genre d'initiative proche du terrain, proche des gens que l'UPE doit mettre en place ? Ça, c'est ma vision que j'ai de l'UPE d'aujourd'hui et de ce que je veux construire. C'est une UPE de projet, une UPE qui est au service de nouveaux projets collaboratifs. Et je pense que c'est ça qui est très important. Je crois à ces écosystème qu'on doit créer. Je crois à la force du collectif et cette SIC de panneaux photovoltaïques qu'on a réfléchi avec les entrepreneurs grassois a vraiment pour vocation à être dupliquée sur l'ensemble du territoire et du département des Alpes-Maritimes avec les différents clubs d'entreprise pour pouvoir faire connaître ces possibilités et puis construire une gouvernance collaborative. Et ce qui est important pour moi, c'est que nos institutions qui des fois sont targuées de l'entre-soi, qui sont targuées des fois de vouloir tirer la couverture à elles, il faut prendre ce contre-pied-là et c'est pour ça qu'on a imaginé ce modèle de SIC, de société collaborative, d'intérêt collectif. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas le projet de l'UPE, c'est un projet qui est initié par l'UPE parce qu'il faut bien qu'il y ait un porteur de projet qui lance l'idée, qui la mette sur des rails, mais après tout le monde doit s'accaparer cette idée-là et doit construire de façon collaborative le projet citoyen d'entreprise du territoire. Où est-ce qu'en est ce projet d'ailleurs ? Là, on est dans la rédaction des statuts qu'on doit finaliser dans les mois qui arrivent. Et après, on va faire un premier tour de table pour les créateurs fondateurs qui veulent lancer d'un point de vue financier ce projet-là pour que derrière, on puisse dupliquer et proposer ce service à toutes les TPE et PME de notre territoire. Vous avez participé aux travaux de l'Institut Montaigne qui visaient à lister les atouts et les faiblesses du département. Si vous deviez pointer un atout et une faiblesse, lesquels choisiriez-vous ? L'atout, c'est d'abord notre attractivité par rapport à notre positionnement, notre notoriété mondiale. On fait partie d'un territoire qui est connu mondialement. Je pense qu'il n'y en a pas 10 dans le monde qui sont aussi connus que la Côte d'Azur. Donc ça, c'est notre vraie force et sur laquelle il faut qu'on s'appuie, grâce notamment à notre aéroport international. Ça, ce serait vraiment notre point positif. Nos lacunes, ou en tout cas nos axes de progrès, c'est clairement sur le logement et la mobilité, où là, on est dans une problématique majeure structurelle depuis de nombreuses années qui s'accentue avec la crise du logement aujourd'hui, la crise de la mobilité de demain. Et donc, c'est vraiment sur ces enjeux-là qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour rester attractif en 2040 et en 2050. Parce que le vrai risque, c'est que si on n'arrive pas à gommer nos lacunes, en 2040 ou en 2050, ça sera bien beau d'avoir du soleil et un super aéroport. Si on peut plus circuler, si on peut plus se loger, notre attractivité restera juste pour des touristes. Et on sera comme certains pays en voie de développement qui ne vivent que du tourisme. Et ça serait la fin de notre industrie et la fin de notre vraie économie. À quel grand projet pensez-vous ? Je pense à plusieurs grands projets. On a évoqué avec le rapport de l'Institut Montaigne un projet de mobilité de métro souterrain entre Monaco et Nice, que moi je pense qu'il faudra étendre à tout le département, c'est-à-dire une mobilité décarbonée, collective, qui répond à l'usage des citoyens et en souterrain, puisque la problématique de la surface, c'est qu'on est complètement saturé et il y a des problématiques administratives et de mobilité très forte. Donc je pense que ce sujet de la mobilité souterraine est un vrai enjeu. Je pense qu'on a les sujets portuaires qui sont aussi un vrai enjeu de ces 20 prochaines années, à la fois parce qu'on a beaucoup de DSP portuaires qui arrivent à échéance, donc à redynamiser et de nouveaux projets sur les différents ports de la Côte d'Azur. Et puis également un port de commerce qui doit pouvoir voir le jour. C'est un projet qui date des années 80, c'est pas un projet nouveau. On peut dire que dans les années 80, nos prédécesseurs étaient visionnaires,
qu'ils soient politiques ou économiques. Aujourd'hui, on a 40, 50 ans de retard. Ça serait bien qu'on arrive à corriger cette erreur. La situation politique est un peu tendue au niveau départemental et régional. Quels sont les impacts sur l'économie et comment l'UPE 06 peut-elle influer? Quel est son rôle? Alors, pour nous, c'est vraiment très difficile cette situation parce qu'on est toujours tiraillé entre deux camps qui s'affrontent, qu'on regrette parce que l'entreprise n'a pas à choisir un camp et l'entreprise ne choisira pas de camp. Le chef d'entreprise n'a pas à choisir, surtout sur la même sensibilité économique en plus. Et ce qui est important, et c'est ce que l'UPE doit mettre en avant, c'est cet intérêt collectif qui doit être au-delà des problématiques politiques, électorales. Vous avez le sentiment que c'est très bloquant cette situation en ce moment? C'est très important. Elle est pénalisante pour notre territoire. On a la chance d'avoir trois personnalités publiques à vocation nationale. C'est la première fois de notre histoire du département qu'on a 3 personnalités avec cette vocation-là. On pourrait en profiter pour notre territoire plutôt que de subir des conflits pour des postures politiques qui sont très pénalisantes pour le monde économique, alors que le monde économique doit les rassembler, et c'est ce que l'UPE se pousse à faire, et en tout cas on essaie de le faire, c'est de rassembler tous ces courants de pensée politiques, puisqu'on est transpartisan, on ne regarde que l'intérêt de l'économie, de l'entreprise, de l'emploi, et ça, au final, individuellement, ils sont tous d'accord, il faut que collectivement, on arrive à mettre tout le monde autour de la table, et c'est un enjeu, une ambition, mais c'est aussi une responsabilité. Qu'aimeriez-vous voir mis en place en priorité par le nouveau patron du MEDEF national? Écoutez, moi je pense que ce qui est important, c'est la valeur travail. On l'a vu avec la crise Covid qui a ébranlé nos habitudes, nos fonctionnements. On le voit avec, alors on ne va pas parler de grandes démissions en France, mais en tout cas un rapport au travail, pas forcément que de la jeunesse. Je trouve qu'on se stigmatise sur la jeunesse alors qu'en fait c'est toutes les populations d'emploi qui sont ciblées, quel que soit l'âge. Aujourd'hui, le rapport au travail est complètement différent, il faut le repenser, mais il faut aussi le valoriser. Et je pense que c'est primordial que le MEDEF, au niveau national, porte ce projet-là en disant que ceux qui travaillent doivent avoir un pouvoir d'achat bien supérieur à ceux qui ne travaillent pas, et de pouvoir valoriser le travail comme un aboutissement aussi personnel et pas comme une obligation ou une corvée, parce que ce n'est pas le cas pour la grande majorité des employés et des travailleurs de notre pays. Il y a aussi peut-être la question du logement qui est importante. Le logement, c'est forcément une problématique de fond actuellement, puisqu'on va subir, et c'est acté, une crise du logement, il ne faut pas se mettre des œillères, et donc demain peut-être une crise sociale, parce que quand on ne peut plus se loger, c'est comme alimentaire, hein, ça fait partie des biens fondamentaux de nos citoyens. Aujourd'hui, il est indispensable que le gouvernement réforme et propose quelque chose, parce que ce qu'il a proposé, c'est moins bien que ce qu'il y avait. Donc quand même, on est au-delà d'une aberration, on est dans une erreur stratégique majeure et une déresponsabilité clairement de ce qu'il faut vraiment faire pour renouer du logement en France et recréer un pouvoir d'achat aussi pour les Français. Une dernière question, Pierre Ippolito, vous êtes le président de l'UPE, mais vous êtes aussi le directeur général du groupe éponyme, qui porte votre nom, donc Ippolito. Vous êtes présent sur toute la chaîne de valeur du véhicule professionnel, mais aussi dans l'immobilier, le tourisme, récemment les énergies. Vous êtes partout. Qu'est-ce qui justifie cette diversification et va-t-elle aller encore beaucoup plus loin? Pas partout non plus, on essaie d'avoir un fil conducteur, hein, et toutes nos branches sont reliées plus ou moins, et ce qui est important pour nous, c'est le territoire. Et plus qu'un développement national ou à l'international, notre groupe a des valeurs très proches de son territoire, de sa région, et donc on essaye de continuer à se développer et d'avoir un impact positif sur ce territoire-là. C'est pour ça qu'on s'est diversifié dans des métiers, dans des branches d'activité qui étaient à valeur ajoutée, ou en tout cas qui étaient importantes pour ce territoire, pour les Alpes-Maritimes et pour la région sud. Donc on regardera d'autres opportunités pour continuer à mailler, on va dire, l'économie de notre territoire, pour être un acteur de ce territoire et pouvoir contribuer positivement à progresser et à développer l'économie de ce territoire. Et vous pensez que c'est une démarche nécessaire pour de nombreuses entreprises, cette diversification ? La diversification a des avantages, c'est-à-dire que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc ça nous permet de ne pas dépendre d'un seul secteur d'activité. Vous avez une crise du logement, la crise immobilière. Aujourd'hui, toutes les agences immobilières subissent cette crise actuellement. Vous avez une crise sur la mobilité liée aux approvisionnements de matières premières. Mais par exemple, sur l'énergie ou sur le recyclage et les déchets, c'est un marché qui est en forte croissance. Donc le fait d'être diversifié permet de limiter
le risque et de stabiliser un groupe. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et un autre avantage, c'est de pouvoir aussi avoir des signaux d'information qui arrivent de plusieurs écosystèmes différents pour se forger et se conforter dans une stratégie globale. Parce que quand on est uniquement dans un seul système, une seule activité ou un seul écosystème, on a l'information de cet écosystème, mais on n'a pas l'information de ce qui peut se passer en dehors. On a des cercles d'activité économique. Quand vous êtes dans ce cercle-là, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans ce cercle. Mais dans le cercle d'à côté, vous ne savez pas ce qui se passe. Pour autant, on fait partie d'un énorme cercle qui est l'économie française et l'économie internationale. Et le fait d'avoir plusieurs sources d'informations, plusieurs échanges, permettent de conforter une stratégie globale et d'avoir plus de certitude. Et le vrai risque d'un entrepreneur, c'est l'incertitude. Et si on limite cette incertitude, eh ben on limite le risque entrepreneurial. Quel sera votre prochain axe de développement? Plutôt territorial ou une autre filière à exploiter en parallèle? On sera plutôt sur du territorial. À mon avis, il y a des sujets, le sujet des ressources humaines devient de plus en plus stratégique pour nous. Et du coup, il est important peut-être qu'on continue à se structurer et offrir un service auprès des entreprises et de l'écosystème sur ces volets-là, par exemple. Merci infiniment, Pierre Ippolito. Vous restez avec nous. Merci, mesdames. Et maintenant, nous passons à notre rubrique suivante. C'est maintenant l'heure de notre journal de l'économie. Karine Isabelle, vous allez maintenant nous décrypter l'actualité économique du mois. Et on commence avec des levées de fonds. Alors, focus sur Odji, c'est la spécialiste de la conception des tableaux électriques, digitaux et connectés. Elle avait levé en 2021 400 000 €. Elle récidive 1,3 million cette fois-ci, de quoi recruter et préparer la commercialisation de ses produits prévus dès 2024. Un montant moins important pour Gandhi, la start-up fondée par la niçoise Laetitia Audibert, fondée à Paris, mais accélérée dans le Sud, vient de lever 500 000 € pour accompagner les PME dans leur RSE et dans leur démarche solidaire grâce à ces solutions clés en main de mécénat d'entreprise. Une petite évocation de la rubrique, non pas mondaine, mais carnet. Alors elle succède à Lionel Galfrey, elle s'appelle Sandrine Sauval-Chanteloube, c'est la nouvelle directrice de Monacotech, c'est l'accélérateur de la principauté de Monaco officiel. Depuis ses débuts en 2017, Monacotech a accompagné 48 startups. C'est Fabrice Lavergne, le président de Pavillon Traiteur à Montsartou, qui succède à Pierre-Louis Roucariès à la tête de Linkeus. Alors Linkeus était plus connu sous le nom de Provence Côte d'Azur Events, et c'est le réseau qui depuis 15 ans réunit les professionnels de la filière événementielle. Alors le mois de juin qui s'est achevé il y a quelques jours a été marqué par 2 gros salons, Vivatech et puis bien sûr le salon international de l'aéronautique au Bourget. Alors on commence par celui qui vient de se terminer, c'est le Bourget, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Alors on a fait un choix, c'est la niçoise Volumique, spécialisée dans la conception et la fabrication d'imprimantes 3D, qui est capable de travailler jusqu'à plus de 80 matériaux différents. Il a présenté sa dernière innovation qui s'appelle Exo 42. Alors sa particularité justement, c'est de pouvoir imprimer de grosses pièces comme une jante de voiture. Et la filière aéronautique peut potentiellement être intéressée par la capacité de l'imprimante à répéter la fabrication et de produire des centaines de pièces identiques. Et parmi les beaux coups azuréens sur cette édition 2023, c'est le sacre de Sophia Engineering, partie prenante d'un projet spatial ambitieux baptisé HYP4U. Alors pour les initiés, c'est de l'imagerie satellitaire hyperspectrale pour de l'analyse de données. On va s'en servir sur le climatique, le sociétal ou l'environnemental. Le plus de ce projet, basé sur une constellation de nanosatellites, alors tout petit, c'est d'être beaucoup moins cher et tout aussi efficace que les satellites traditionnels. Et du côté de Vivatech, le rendez-vous européen de l'innovation qui s'est tenu du 14 au 17 juin à Paris, est-ce que nos entreprises ont été présentes ? Et oui, et en grand nombre, parmi les belles annonces dévoilées lors de cette 7e édition, 5 azuréennes ont intégré le programme French Tech 2030 parmi 125 startups sélectionnées et 842 candidatures reçues par la French Tech, c'est beaucoup. Big up à Firecell, Calare, Spectronite, Calisteo et Mycophyto. C'est une des rares agritech présentes dans cette sélection. Elles entrent dans l'équipe de France élite des technos de pointe, forte du soutien gouvernemental. Et ça, c'est synonyme de visibilité et puis de financement. Et oui.
Karine? L'InsurTech niçoise Kitty a profité de Vivatech pour lancer son application santé internationale. Donc son application adapte en temps réel la protection et des garanties des voyageurs à chaque passage de frontière. Et on continue avec OmniShep. Alors OmniShep est une start-up sophipolitaine qui est suivie par Tech Forward. C'est l'incubateur qui vient juste d'être créé par Eurecom, Eledec et Mines Télécom. OmniShep a trouvé ses derniers bêta-testeurs sur le salon et elle va débuter la commercialisation de son appli Sport Santé qui lutte contre l'obésité. Très bien, et maintenant nous allons parler, mesdames, de la vie des entreprises. Et alors, Pierre Hippolito, il paraît qu'il faut qu'on enfile notre maillot de bain pour découvrir cette rubrique. Alors, et oui, début de saison oblige, on va parler plage avec Hugo Lloris, qui a investi dans un établissement privé à Beaulieu-sur-Mer. Avec lui, une équipe azuréenne de haut vol, Cédric Messina, le rugbyman Christian Califano, le monégasque Nicolas Peretti ou Stéphane Simonini. Le chef, lui, il a été recruté en Angleterre. Ne faites pas les gros yeux, il est niçois, il cuisine là-bas pour le groupe Ducasse. Il s'appelle Jean-Philippe Blondet et à 6, il drive la javanaise ex-Batik, qui, pour la petite histoire, a été inaugurée sur la musique de Lulu Gainsbourg. En présence de Lulu Gainsbourg même. Oui, mais il l'a joué. Ah, bien sûr, Karine. La marque Maya Collection, qui appartient au groupe monégasque JV Pastor, est en fort développement. Alors Maya Collection a été fondée il y a 16 ans et est née d'une demande de la clientèle monégasque qui souhaitait retrouver à l'international la qualité du restaurant Maya Bay, le premier restaurant de la marque. Depuis, Maya Bay s'exporte. Alors c'était à Dubaï en 2020 et ça sera à Porto Montenegro en juillet. En septembre, ça sera à Riyad et l'année prochaine à Mykonos. Et en restant sur les startups qui bougent, l'Antiboise Bedboat, qui propose des locations de bateaux à quai pour passer des nuits inoubliables, a été retenue en finale du Trophée de l'innovation section tourisme. C'est un trophée national. Elle s'y battait contre un mastodonte du secteur, le Futuroscope de Poitiers. Pour connaître le résultat des courses, les résultats seront sur nos sites respectifs. On part à l'ouest du département avec Solar Cloud System qui est à Mandelieu et qui a signé un partenariat avec Arcus. Alors Arcus, c'est le premier fournisseur en véhicules terrestres pour l'armée et un partenariat aussi avec Novacamp qui, elle, développe des bases vie pour les armées françaises. Alors grâce à ces panneaux flexibles solaires, aussi fins qu'un billet de banque, Solar Cloud va créer une solution de production d'énergie solaire pour les véhicules militaires. L'objectif étant de réduire la consommation des véhicules, d'augmenter leur durée de vie et surtout leur discrétion. Alors tout ça, ce sont des bonnes nouvelles, mais comme il est de tradition, vous ne pouvez jamais vous en empêcher, vous venez toujours avec au moins une mauvaise nouvelle. Juste une. Ouais. Au lieu de jeter l'ancre en baie de Mandelieu, le projet de plage flottante privée Kanua Island a sombré, ses promoteurs n'ayant pas réussi à trouver les autorisations nécessaires. Le résultat, c'est une centaine d'employés qui se retrouvent au chômage, mais les fondateurs de Kanua Island n'ont pas dit leur dernier mot. Pierre Hippolito, puisque vous êtes avec nous, j'aimerais bien une petite réaction sur ce dossier. C'est un sujet moi, que j'ai découvert dans la presse dernièrement. Je n'avais pas connaissance de ce projet-là, qui est un projet très novateur, et je pense que ça fait plaisir, je pense, aux citoyens de dire que on a un projet entrepreneurial innovant, unique au monde, de dire qu'on a une plage mobile au large de la Côte d'Azur. Je trouve que c'était cohérent que ce test-là puisse se faire sur la Côte d'Azur plutôt qu'à Dubaï, où je suis sûr que les autorisations auraient été beaucoup plus faciles. Pour autant, on est dans un système et une société qui a besoin de transition écologique, qui a besoin de sens. Et est-ce que c'est pas un projet qui arrive dans un timing qui est un peu en décalage avec les attentes des citoyens et du coup des attentes des collectivités et de nos élus? Je pense que le timing n'était pas forcément approprié, mais quand on est entrepreneur, et je suis sûr que le projet doit dater de plusieurs années. 2017. 6 ans. Ouais. À 6 ans, il y a une part de chance. Malheureusement, ça n'a pas été... Est-ce que typiquement, pour rebondir à ce que vous demandez tout à l'heure, Karine, c'est pas aussi un petit peu dû au phénomène de rivalité politique ? Là, je ne suis pas certain que ce soit de la rivalité politique. Je pense que c'est plutôt une logique sociétale, que le risque d'avoir des citoyens qui ne comprennent pas tous les tenants et aboutissants et qui pensent que c'est un projet non écologique, alors que c'est un projet écologique. Mais quand vous expliquez des fois des choses qui sont cohérentes, mais qui ne sont pas en façade, qui ne sont pas la réalité, vous avez une incompréhension qui peut arriver, et donc les politiques ont plutôt malheureusement tendance à suivre la facilité. La facilité, c'est plutôt de dire que c'est un projet dangereux politiquement, et du coup qui serait incompris par leurs citoyens et leurs électeurs.
Mesdames, on revient à vous. Place à vos coups de cœur et à vos coups de gueule. Qu'est-ce qui vous a fait réagir le mois dernier? Alors, on commence par les coups de cœur, Isabelle. Un coup de cœur absolu. Rapidement. Pour Villa Blue, hyper rapide. Pour Villa Blue, c'est l'accélérateur de start-up qui vient d'être inauguré à Grasse par le groupe Robertet. Un gros coup de cœur parce qu'il est ciblé naturalité. C'est une filière en plein essor, en accord avec le groupe Porter qui est leader mondial sur les matières premières à destination de la parfumerie, en accord aussi avec son territoire qui profite à plein de ses initiatives privées. 5 start-up sont déjà accueillis pour 6 mois d'accélération et à terme on en attend une 20aine. Karine, votre coup de cœur? Alors, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un coup de foudre. Ah, encore mieux. Coup de foudre pour la Sofipolitaine Somanity qui a été fondée par un étudiant de Schema de 21 ans, Mathieu Mérian, qui est déjà à la tête d'une première entreprise qui s'appelle My3D, qui est une entreprise d'impression 3D en ligne. Alors, on revient à Somanity, elle conçoit des exosquelettes ergonomiques imprimés en 3D, en plastique biosourcé et recyclé. Alors, l'ambition de Mathieu Mérian, c'est que les personnes qui sont atteintes de maladies ou de blessures invalidantes puissent à nouveau remarcher. Et surtout grâce à ces exosquelettes qui sont financièrement accessibles. Somanity vise le marché de l'industrie, du spatial, notamment avec des exosquelettes qui permettent de rester dans l'espace plus de 6 mois sans perte musculaire. Et enfin, la défense pour faire de super soldats et de super pompiers. Et donc, comme vous êtes des gentilles dames mais parfois très méchantes, vous avez aussi des coups de griffe? C'est un petit coup de griffe, mais c'est une petite curiosité relevée sur la région sud qui affiche une green attitude érigée en stratégie principale. Parmi les 44 projets listés par l'ADEME qui viennent d'être labellisés territoire engagé dans la transition écologique, eh bien aucun dans le 06 et un sur la région, dans le Var. Alors c'est la communauté de communes Cœur de Var, c'est vers le Luc-Gonfaron, Flassan. 2 solutions, alors nous sommes trop au sud pour être visibles, ou alors malgré les apparences et la com, nous ne sommes pas vraiment dans les clous en matière green. Karine? On va parler de la tournée de formation à l'intelligence artificielle destinée aux TPE et PME qu'impulse actuellement le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, l'objectif étant que les entreprises gagnent en productivité grâce à l'IA. Dans l'absolu, c'est une excellente idée. La formation est agnostique et sans frais. C'est top. Le problème, c'est qu'elle est bâtie avec Google Atelier Numérique. Alors, on n'a rien contre le géant américain du numérique, mais on ne peut que déplorer l'absence d'un équivalent français ou européen. Donc, question souveraineté nationale, on repassera. Et souveraineté numérique. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Pierre Ippolito, merci infiniment d'être resté avec nous et d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. On vous revoit très bientôt. Nous passons maintenant à notre prochaine séquence, notre prochaine rubrique. Comme chaque mois, nous vous emmenons maintenant dans les coulisses d'une grande entreprise dans cette 4e émission. Et à l'heure où les touristes vont débarquer en nombre sur nos rivages azuréens, nous proposons un bel avant-goût de vacances. Karine, pourquoi donc? Ça sera de très belles vacances puisque nous allons découvrir les coulisses d'un hôtel 5 étoiles, le Majestic Barrière à Cannes, où tout est pensé et tout est fait pour offrir une expérience client sans égale. De la réservation au concierge en passant par la restauration et la plage, c'est une mécanique de précision qui est à l'œuvre. Alors on part dans les coulisses du Majestic et on regarde tous ensemble le reportage vidéo de Franck Fernandez. J'aurais besoin d'une voiture le plus vite possible pour 2 jours. On a une grande famille qui arrive du Moyen-Orient, donc je voulais savoir si on était prêt au 2e étage. Mettez un coup de propre, les bouteilles qui traînent, je ne veux plus rien voir, allez, on est en service là. La première chose que je fais, c'est de motiver mes équipes pour servir au mieux tous mes clients, pouvoir offrir un service vraiment exceptionnel, un service sur mesure. On a 4 restaurants, on a 350 chambres, 80 suites, et on est 300-330 collaborateurs à l'année, et on va jusqu'à près de 700 pendant la haute saison, vraiment le cœur de la haute saison. Hello sir, how are you? Do you know what type of car you're looking for? Yeah. Okay. How long do you want it for? La mission donc, du chef concierge dans un établissement comme le nôtre, c'est de pouvoir répondre à toutes les demandes que peuvent avoir des clients. Et c'est surtout la réactivité et la rapidité d'exécution. On va dire organiser un anniversaire de dernière minute, organiser une soirée dans une suite. C'est de la réactivité, c'est un carnet d'adresses et c'est un relationnel et avec les clients et avec les prestataires. Donc on est à peu près une 50aine. Les voituriers bagagistes, les chasseurs, les guest relations. Allez,
Vite un petit briefing mesdames parce que nous avons une belle arrivée, voire quelques belles arrivées. On a une grande famille qui arrive du Moyen-Orient avec toute la mise en place habituelle. Donc je voulais savoir si on était prêt au 2e étage. Vous m'appelez quand c'est fini, comme ça je peux passer derrière chacune. Super, excellent mesdames, merci, merci à vous. Alors moi je m'occupe essentiellement de tout ce qui est hébergement. Je m'occupe de l'entretien, de l'hygiène et de la décoration de l'hôtel avec une petite équipe de 180 personnes en plein été qui comporte les femmes de chambre, les équipiers, les lingères, les lingers, les déménageurs puisqu'on a beaucoup de mouvements de mobilier et de décoration pendant tout l'été ainsi que toute la saison, les peintres et les tapissiers. Si un client par exemple me demande de changer la moquette de sa chambre, ok, pas de souci, ça c'est un des cas qui nous arrive couramment et assez régulièrement dans l'hôtel, surtout tous les étés. Je ne sais pas si je peux mettre un niveau de degré ou un échelon pour les demandes les plus folles. Redécorer toute une suite ou tout un étage, oui, on l'a fait. Mettre une chambre de couleur rose parce que la cliente aime le rose, oui aussi, on l'a fait. Donc on fait plein de choses pour essayer de satisfaire nos clients. 80% de l'hôtel est en face mer puisque la conception du bâtiment est en fer à cheval. Donc tous nos clients pratiquement ont la vue mer. Mettez un coup de propre. Les bouteilles qui traînent, là, je ne veux plus rien voir. Allez, on est en service là. Ça va les chefs? C'est bon? Tu l'as déjà mis? Moi ouais, non, et j'en mets un peu plus et je remets le jus par-dessus. On travaille actuellement sur des nouvelles cartes. Hein. On est en train de lancer les cartes estivales. Donc on change toutes les cartes de restaurant sur fin juin pour coller au plus près des saisons, avoir des produits de qualité, des produits également de proximité. On travaille avec des producteurs locaux. Aujourd'hui, nous avons une équipe fixe d'environ une 60aine de collaborateurs. Pendant la saison, on va monter approximativement à 120 cuisiniers pour pouvoir servir tous ces points de vente. C'est grâce à la formation que l'on donne, grâce aussi au partage des connaissances que tous nos personnels, tous nos collaborateurs à l'année ont et transmettent justement à tous les saisonniers qu'on arrive à garder un très bon niveau de service. Vu les niveaux tarifaires que l'on pratique, vraiment on fait tout pour maintenir le produit vraiment tip-top année après année et il faudrait compter, sans trop révéler de secret, une petite dizaine de millions par an pour maintenir un bel hôtel comme nous avons actuellement. De très jolies et belles images, un beau reportage que nous on doit à Franck Fernandez, que je remercie, ainsi qu'à Agnès Farrugia qui l'a accompagné. Et vous pourrez retrouver le reportage d'Agnès dans notre supplément éco du lundi. J'en profite pour vous donner une autre actualité du groupe Barrière qui vient de signer un partenariat original avec la compagnie aérienne La Compagnie. Vous savez, c'est cette compagnie qui fait uniquement du full business entre Nice et New York. Et bien, sur certains vols de l'été, le groupe Barrière va mettre à bord des avions de la compagnie le chef barman Emanuele Balestra qui fera des masterclass de cocktails. Si ça vous intéresse, c'est toujours bon à savoir. Voilà, pour terminer cette première émission de Territoire, cette 4e émission de Territoire Éco, place à notre pitch du mois. Dernière séquence de Territoire Éco, le pitch, une séquence que beaucoup de gens nous envient, mais que les start-upers appréhendent, et on reste dans la thématique vacances farniente. Avec vous, Pierrick Calmette, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes le cofondateur de la start-up My Sunbed, et vous allez avoir 1 minute 30 pour présenter vos services qui permettent de réserver un transat sur une plage privée en un seul clic. Le petit chronomètre va s'afficher, vous regardez la caméra, attention, top départ. Pourquoi My Sunbed? On a tout simplement essayé de réserver une plage privée en plein mois de juillet et l'expérience était très compliquée. Impossible de les avoir au téléphone, obligé d'aller sur place et même sur place on n'avait pas la certitude d'avoir un transat. Du coup on s'est posé 2 questions. C'est comment font les plus gros consommateurs de plage qui sont les étrangers et les touristes pour pouvoir réserver? Et surtout, pourquoi une telle différence d'écart de qualité entre la réservation et le service proposé sur les plages qui, elle, est exceptionnelle? Une seule raison,
aucun outil informatique technologique adapté pour les plages. Du coup, en 2021, on a créé mysunbed.com, qui est une application et un site dédié aux consommateurs pour réserver sa plage privée, qui est partenaire MySunbed parmi les plus belles plages de la Côte d'Azur, en 2 clics, non pas en 1, tout simplement, et vous recevez une confirmation par mail de manière immédiate. Ça amène 2 choses, le consommateur est rassuré et il peut réserver comme il le souhaite. Et deuxième chose, c'est que les plages amènent enfin une qualité de service à la hauteur de leurs prestations. Pour autant, la tech, elle a tellement de plus à offrir aux plages privées. Cette année, en 2023, on a créé un logiciel métier qui permet à toutes les plages de pouvoir gérer leurs plages de par l'outil informatique. Ça amène 2 choses. Ça amène 2 choses. Excusez-moi. Ça libère un temps considérable aux gérants et ça permet aussi d'augmenter sa productivité. En termes d'ambition, on est présent sur le 06 et sur le 83, mais notre solution s'adresse à la totalité des plages en France et en Europe et on souhaite bien se développer à ce niveau-là. Bien, pari réussi. 3 secondes de retard, mais on voulait pardonner parce que c'était très 1 clair. minute 30, c'est court. Voilà, on a plus qu'à enfiler le maillot de bain, prendre la serviette de bain et en 2 clics, aller réserver notre matelas. Exactement, notamment avec certaines plages dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Je vous incite à y aller. Ouais, pas de pub exagérée. Non, plus, aucune. Bon. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous de m'avoir invité. C'est ainsi que s'achève notre 4e rendez-vous de Territoire Éco. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, Karine et Isabelle. On vous retrouve dès le mois prochain. Pardon, on ne vous retrouve pas le mois prochain parce que nous allons prendre quelques vacances. Nous vous retrouverons le 1er jeudi du mois de septembre pour notre prochaine et 5e émission de Territoire Éco. Un grand merci à tous de votre fidélité. Excellente journée. À très bientôt.